Qu'est-ce qu'on dit souvent de Gandhi? Qu'il a mené des luttes et puis il a libéré son peuple de la colonisation impérialiste des Anglais chez les Britanniques. Il est considéré comme le père de la nation. D'ailleurs, Maître Gims porte son nom, Gandhi Juna, c'est son vrai nom, Gandhi. Et il y a des Noirs qui donnent toujours des noms des autres personnages, n'est-ce pas? Ils ne donnent pas des noms africains, mais ils donnent toujours des noms de la terre entière. Il est considéré comme le père de la nation en Inde. Il est considéré comme un homme saint, comme le visage de la non-violence, le visage de la bonté. Il est sanctifié en Inde et beaucoup de personnes le considèrent comme saint un peu partout. Mais est-ce que vous saviez que Gandhi était un pédocriminel? Saviez-vous que le Mahatma Gandhi était raciste? Saviez-vous qu'il était négrophobe? Saviez-vous qu'il adorait le hash? Est-ce que vous saviez qu'il était misogyne? Est-ce que vous connaissez réellement tous les côtés sombres de ces personnages qu'on vous a appris à considérer comme étant des personnes grandes, qu'on vous a appris à aduler, à vénérer même? Nous allons choquer certaines personnes. Pour ceux qui sont déjà au courant, c'est bien toujours de réactualiser vos connaissances. Tapotez le live s'il vous plaît. Si vous aviez une image toujours positive de ces gens-là, Gandhi, Mère Teresa, l'autre, comment il s'appelait, le blanc là, le père, je sais pas quoi là, l'abbé truc là, vous serez déçus. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez le live, sécurisez le live. L'abbé Pierre, voilà. Nous allons choquer certaines personnes, nous allons offenser certains d'entre vous. Mais à la fin de ce live, vous allez changer votre façon de voir Gandhi, votre façon de voir les choses de manière générale. Le personnage dont nous parlons aujourd'hui, il est né le 2 octobre 1869. Il est né à Port-Bandar, dans l'état du Goudar, ou du Goujar, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est en Inde en tout cas. Il est mort assassiné le 30 janvier 1948, je pense. Il était appelé le Mahatma, un titre saint, le Mahatma Gandhi. Le mot Mahatma, ça vient du sanskrit, ça veut dire grande âme. Il vient d'une famille aisée, c'était pas un pauvre à l'origine, il vient d'une famille aisée, ses parents s'en sortaient bien. Pour l'époque coloniale, c'était quelque chose de pas mal. Contrairement à ce que l'on dit, il n'était pas pauvre. Il vient d'une bonne famille. Une famille hindoue, une famille pieuse qui lui aurait enseigné, soi-disant, les préceptes de la religion et les bonnes valeurs. Des valeurs telles que le végétarisme, s'il serait végétarien soi-disant, la non-violence et toutes les valeurs qui sont positives, soi-disant, pour la société. Entre 1888 et 1891, vu que sa famille était riche,
Gandhi sera envoyé en Angleterre pour y faire ses études. Il ira faire ses études en Angleterre, au pays des colonisateurs. Et il était à l'université Collège de Londres, University College of London. En tant que témoin de l'exploitation industrielle de Londres envers, n'est-ce pas, l'Inde, Gandhi est entré en Inde vers 1893, n'est-ce pas? D'abord, il est allé en Inde, puis ensuite il sera envoyé en Afrique du Sud de 1893 à 1915. Beaucoup de vous ne saviez pas que Gandhi a été en Afrique du Sud. Il a connu le racisme là-bas, du racisme anti-noir, le racisme anti-indien aussi. Il a été expulsé du wagon d'un train, le pauvre Gandhi. Il a été tapé pour ne pas avoir laissé la place à un blanc. Il a été interdit de séjourner dans un hôtel. Il a été presque lynché à Durban, en Afrique du Sud, par des groupes de blancs. Ce qui l'a convaincu de lutter contre l'impérialisme. Ce sont ces actions qui ont convaincu Gandhi de lutter contre le racisme, de lutter contre l'impérialisme, parce qu'il a assisté aux méfaits du racisme et de l'impérialisme. Shinderebe Kasaya. Il retourna en Inde et là-bas il commencera à dénoncer l'impérialisme. Il va provoquer une révolte non violente. Il sera emprisonné et il fera une grève de la faim une fois qu'il sera en prison. Gandhi. Il retourna en Inde, il a commencé donc à dénoncer l'impérialisme. Il va donc provoquer un mouvement anti-impérialiste. Un mouvement de lutte non violente, contrairement à la violence des impérialistes. Il sera emprisonné. Il fera une grève de la faim. Il sera soutenu par des milliers d'Indiens. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 20 millions d'Indiens vont perdre la vie. Il va lancer un mouvement, le mouvement Quit India. Le 15 août 1945, l'Inde obtient son indépendance. Et l'Inde vénère son héros. Le live est terminé, voilà l'histoire de Gandhi. Un héros national, il deviendra un leader religieux, puis il sera assassiné par des gens mauvais plus tard. Ça, c'est l'histoire qu'on vous raconte, c'est l'histoire officielle de Gandhi. Mais vous vous doutez bien que ce live n'aurait pas lieu s'il fallait se limiter à cette histoire. Bienvenue dans le crépuscule d'une idole. Quelle est donc la véritable histoire de Gandhi? Est-ce que c'est l'histoire qu'on a racontée tout de suite? Ça, c'est l'histoire officielle qu'on vous raconte de Gandhi. Donc le live est terminé, au revoir. Je me disais bien, tu avais bien capté, hein? La situation sociale actuelle, je veux dire la situation actuelle où on raconte l'histoire, elle est voulue, elle est fabriquée de toutes pièces. On nous parle d'un Gandhi presque romanisé, si vous comprenez. D'un Gandhi inventé de toutes pièces.
Un Gandhi qui n'existe pas en gros, quoi. Un Gandhi imaginaire. Tapotez s'il vous plaît. Merci à ceux qui sont en train de sécuriser le live depuis le début. Mais est-ce que vous saviez les phrases que Gandhi avait l'habitude de réciter souvent? Voici ce que disait Gandhi. Je vais citer Gandhi. Écoutez bien, ça c'est une phrase prononcée par Gandhi lui-même. Hitler a tué 5 millions de juifs. C'est le plus grand crime de notre époque. Mais les juifs auraient dû s'offrir au couteau du boucher. Ils auraient dû se jeter à la mer depuis une falaise. Cela aurait suscité l'inquiétude du monde et du peuple allemand. Dans l'état actuel des choses, ils ont quand même succombé par millions. Ça, c'est ce qu'il a dit. Fallait pas qu'ils luttent contre ça. Ils auraient dû se rendre. C'est ce que dit le Mahatma Gandhi. Ça, c'était les pensées du vrai Gandhi. Lorsque les Britanniques se faisaient bombarder par des nazis, Gandhi pensait qu'il ne fallait pas lutter. Il ne devrait pas riposter. Il fallait qu'il se rende. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Il disait: je voudrais que vous déposiez les armes. Je voudrais que vous déposiez les armes que vous possédez, car elles sont inutiles pour vous. Elles ne peuvent pas vous sauver. Et elles ne peuvent pas sauver l'humanité. Vous inviterez le Herr Hitler et le Seigneur Mussolini à prendre ce qu'ils veulent des pays que vous appelez vos possessions. Si ces messieurs choisissent d'occuper vos maisons, vous quitterez vos maisons. S'ils ne vous donnent pas de libre passage, vous vous laisserez massacrer, hommes, femmes et enfants. Mais vous refuserez de leur devoir allégeance. Ça, c'est ce qu'il préconisait. Imaginez un seul instant si les gens avaient suivi les recommandations de Gandhi. En 1939, on va dire entre 1939 et 1940, Gandhi avait écrit 2 lettres. Il avait adressé ces lettres à un personnage qui dominait l'Allemagne à l'époque et qui était pourvu d'une moustache caractéristique. Il s'appelait Adolphe. Et lorsqu'on lit les lettres que, comment il s'appelle, Gandhi avait écrit au chef du Troisième Reich, les lettres commencent par « Cher ami ». Donc pour lui, il le considérait comme un ami. Il dit, je cite, « Nous ne doutons pas de votre courage et de votre dévouement à votre pays. Et nous ne croyons pas non plus que vous soyez le monstre décrit par vos adversaires. » Il ne pensait pas que le H était un monstre. Je rappelle que le H faisait écorcher vif aussi des Noirs. Que le racisme en Allemagne ne concernait pas que la communauté de lumière.
mais ça concernait aussi nous. Au cas où vous ne le sauriez pas, Gandhi, avant-hier, il y a quelques jours, je vous ai fait un live sur ce qu'on appelait les Aryens. Les Aryens, ce sont des populations qui ont colonisé le nord de l'Inde. Et Gandhi faisait partie du groupe des personnes qui avaient créé un mouvement qu'on appelait le mouvement aryen, la confrérie aryenne. C'était un groupe d'Indiens qui criait haut et fort que les Blancs en Inde étaient là depuis le début. Et que les Noirs n'étaient pas les autochtones de l'Inde et qu'ils étaient arrivés en Inde pendant la colonisation. Et dans la famille de Gandhi, il y a beaucoup d'Indo-Européens, c'est-à-dire des Aryens. Et Gandhi faisait partie de la confrérie aryenne. Il croyait en la supériorité des races, et particulièrement à la race aryenne. Donc c'est naturellement que lorsque le H parlait de l'arianisme, il faut que je change de compte. Donc Gandhi faisait partie de ce groupe-là. En fait, son vrai nom c'est Mohandas Karamchand Gandhi. C'est ça son vrai nom. Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi croyait en la supériorité des races. Il pensait que certaines étaient supérieures, d'autres inférieures. Et particulièrement celles aryennes. Donc, naturellement, quand il entendait le H parler des trucs aryens, il était content. En 2018, au Malawi, il y a eu un hashtag qui a beaucoup circulé sur Internet. Le hashtag Gandhi must fall. Gandhi doit tomber. C'est un mouvement de protestation contre l'érection d'une statue de Gandhi. Alors, on s'entend bien, hein, érection, c'est le fait de ériger quelque chose. N'est-ce pas? Le ériger. Érection. Hein? Voilà. Donc, ils ont protesté contre l'érection. Pas contre l'érection normale, parce que ça, on ne peut pas protester contre ça. Au contraire, c'est contre, s'il n'y a pas d'érection, là, on va protester. Mais quand il y en a, en principe, on ne proteste pas. Mais là, il s'agit de l'érection d'une statue. Hein? Tu vois? C'est pas que la statue a quelque chose qui va rentrer en érection, mais le fait d'ériger, de lever. Là. Est-ce que vous comprenez vraiment? Hein? Pour éviter les ambiguïtés, tu vois. Hein? C'est ça. C'était au Malawi. Parce qu'il faut savoir qu'au Malawi, il y a une communauté indienne d'environ 8000 personnes. Hein? Vers 10 000, aujourd'hui, ils sont à peu près autour de 10 000 personnes. Je crois sur 19 millions de Malawites. Les étudiants et plusieurs personnes sont partis déboulonner cette statue-là. Mais pourquoi la statue de Gandhi a été déboulonnée autant? En avril 2015, la statue de Gandhi a été dégradée sur la place Gandhi, de toute façon ils appellent ça. Et ça c'est au Ghana. Donc au Malawi, on déboulonne la statue de Gandhi. Au Ghana, aussi, il y a eu un grand mouvement et un des hashtags Gandhi must fall aussi au Ghana. Alors, ça peut vous choquer. Et ça peut vous paraître un peu étrange, suivant ce qu'on vous dit de Gandhi tous les jours. Gandhi avait écrit que les Blancs, malgré leurs défauts, devraient être la race prédominante. Fin de citation. C'est ce que Gandhi a dit quand il était en Afrique du Sud, en plein apartheid. Gandhi pensait que les Africains étaient des sauvages. Il utilisait souvent le mot kafir ou kafri
pour désigner les Noirs. Il les appelait kafirs. C'était le terme qu'il désignait pour appeler les Noirs. Le Gandhi que vous aimez beaucoup. Il faut savoir que ce personnage s'opposait au mélange entre les Indiens et les Noirs. Il ne voulait pas ça. Pour lui, les Indiens ne devraient pas se mélanger avec les Noirs. Il travaillait avec les Blancs et il travaillait pour le gouvernement ségrégationniste blanc sud-africain, qui étaient les Anglais. Quand il revenait parce qu'il collaborait, au cas où vous ne le sauriez pas, au départ, Gandhi collaborait avec le colonisateur anglais. Il partageait ces mêmes points de vue. Gandhi avait écrit une pétition qu'il avait envoyée au gouvernement raciste et ségrégationniste blanc de l'Afrique du Sud à l'époque. Dans cette pétition-là, en fait, il garantissait que les Indiens et les Noirs ne se mélangeraient jamais. Que ce soit dans les files d'attente, dans les transports publics aussi. Et même quand ils partent, notamment dans les bureaux de poste, ils ne devaient pas se mélanger. Et c'était pour la ville de Durban à l'époque. C'est en Afrique du Sud, Durban. Il y a des gens qui prétendent que oui, mais Gandhi était victime de son temps, tu sais, au temps de Gandhi, mais c'est ce que les gens pensaient, donc c'est normal qu'ils pensent ça. À cette époque même, cet argument est un faux argument. Parce qu'il y a des gens qui, à son époque, dénonçaient le racisme. Quand tu vois des personnes souffrir, tu ne peux pas dire que on ne peut pas excuser quelqu'un sous le prétexte que, écoute, ça se faisait à son temps. Dans son même temps, il y avait d'autres personnes qui avaient des valeurs différentes. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez le live, sécurisez le live. Donc c'est une fausse excuse que les gens font à Gandhi. Lorsque Gandhi prônait la non-violence, est-ce que c'était par sa croyance en la supériorité raciale blanche? Est-ce que vous savez, l'autre terme d'ailleurs que Gandhi utilisait pour désigner les Noirs à part kafir, c'était kouli. Il les appelait les koulis. Alors, je pense que c'est les Antillais peuvent connaître encore ce terme-là, les koulis. En 1906, je pense que les Antillais peuvent encore connaître le terme kouli. C'est comme ça qu'il appelait les Noirs les koulis. En 1906, lorsqu'il y a eu la rébellion des Zoulous, parce que les Zoulous se sont rébellés contre le pouvoir ségrégationniste, contre le pouvoir raciste, colonialiste, esclavagiste de l'Angleterre. Gandhi a soutenu les Britanniques dans cette révolution-là, au lieu de soutenir les Zoulous. Il a soutenu les Britanniques dans ce qu'il appelait la guerre des Cafres. Donc la révolte des Zoulous, il appelait ça la guerre des Cafres et il était du côté des Blancs. Une fois, il y avait eu un dîner avec le colonialiste impérialiste allemand qui s'appelait Hugues Windal ou Windham, quelque chose comme ça. Windham, avec W-I-Y. Alors, ils ont des noms bizarres. En fait, c'était le 4e baron Leconfield. C'est des gens qui étaient issus des longues lignées de la noblesse des Anglais.
hein, des familles ultra-colonialistes, esclavagistes qui se sont enrichies grâce à ça et qui sont installées en Afrique du Sud. Qui ont toujours des descendants, d'ailleurs en Afrique du Sud, hein, qui possèdent des terres, qui possèdent des entreprises, ainsi de suite. Lors de ce dîner, Gandhi, il était ravi d'être là-bas. Et il avait même fait un discours. Il avait fait un discours de revoir, n'est-ce pas? Et dans ce discours, il a fait, si vous voulez, l'apologie des Blancs. Il n'a jamais parlé des Noirs. Il n'a jamais évoqué la colonisation ni ses méfaits. Au contraire, il a fait l'apologie de l'Angleterre. Il a sucé l'Angleterre, quoi. Il y a un terme beaucoup plus simple, c'est ça. Mais qu'en est-il de la vie privée de l'homme? Eh bien, en privé, Gandhi n'hésitait pas à exprimer ses propos ultra-racistes. Gandhi était raciste, négrophobe, détestait les Noirs, que ce soit en Inde ou en Afrique du Sud, ou même en Angleterre, là où il était, en faisant partie des cercles de ceux qui font l'apologie de ça. Voilà pourquoi les Noirs ne doivent pas donner les noms comme ça à leurs enfants, à des racistes. Il travaillait dans le secrétariat et dans l'administration des Blancs. Eh bien, dans sa vie privée, il faut savoir qu'en Californie, d'ailleurs aux États-Unis, la statue de Gandhi avait été détruite. En fait, Gandhi était en matière de pureté sexuelle. En gros, il prônait un truc un peu bizarre. Parce qu'on le considère hein, comme quelqu'un qui était pur sur ce domaine-là. Mais en fait, ça aussi, c'est une fausseté. Il n'était pas pur sur ce plan-là sexuellement, et ainsi de suite. Il avait fait le serment d'être pur sexuellement, de ne pas niasse n'importe comment, d'être quelqu'un de saint. Donc, on prend souvent, c'est ce qu'on le considère, ce que dit le discours officiel. Il y a un groupe qui s'était opposé à la, au fait à la on va dire ça, la réérection, hein, toujours dans l'érection, à la réérection de la statue de Gandhi. La réérection, c'est comme la première fois, et puis quand tu fais un coup, la deuxième fois, il y a une réérection. Vous connaissez, hein, pour la deuxième fois, là, celle qui dure presque une éternité, là. Et bien ça, les gens aussi étaient contre la réérection de la statue. L'organisation s'appelle Organisation for Minorities of India. Est-ce que tu vois un peu? Quand on a demandé pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas ça, et il y a un porte-parole du mouvement qui a répondu en disant « Gandhi a joué un rôle déterminant dans le traitement de la femme, particulièrement en Inde. Si les femmes sont maltraitées en Inde aujourd'hui, c'est en partie à cause de Gandhi. Il a dit, je cite, « Ma vie, c'est mon message. » Donc, ceux qui regardent ma vie trouveront dans ma vie un message. Et quand les gens regardent comment il traitait les femmes dans sa vraie vie, on trouve le message. Les Indiens s'inspirent de comment traiter les femmes également. C'est un peu comme un certain prophète dont la vie aussi est un message pour une certaine communauté religieuse. Donc, quand on voit comment il traitait les gens font la même chose aussi. La vie de Gandhi était une vie de personne, de quelqu'un qui faisait de l'exploitation sexuelle, particulièrement des petites filles. Gandhi niassait ses propres nièces et plusieurs autres adolescentes, telles que vous pouvez le voir là, sur la photo. L'hypocrisie se situe à quel niveau? C'est que Gandhi disait que si les personnes ont trop de rapports sexuels, eh bien,
ils deviendront des épaves. Donc il avait un mode de vie un peu ascétique. Il fallait pas trop suivre les plaisirs de sexe, ainsi de suite. Il disait que quand tu niaises trop, tu vas devenir une épave cérébrale, que le fait de trop niaiser, ça rendait con. Que tu seras un homme désarticulé. Tu seras une épave mentale et même une épave sur le plan moral, ce qui pour lui expliquait la dépravation, n'est-ce pas, les comportements de dépravés, de détraqués que les gens faisaient. Alors que c'est même l'inverse, hein, c'est des personnes qui ne niaisent pas souvent, qui accumulent trop de pression et puis qui font des actes un peu bizarres. En 1930, Gandhi avait demandé à sa propre nièce, une jeune fille, une petite fille, de coucher avec lui. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça à sa propre nièce, et en plus une enfant, il a justifié son acte en disant que c'était une expérience. Il voulait voir s'il pouvait encore contrôler ses propres pulsions animales. Il appelait cela les expériences du célibat. C'est ainsi que Gandhi appelait le fait de niaiser avec ses propres nièces petites. Il voulait vérifier s'il avait encore la force de frappe. Les expériences du célibat. Donc c'était juste pour vérifier s'il pouvait contrôler les pulsions ou pas. C'est un peu drôle quand même comme justificatif. Mais qu'en est-il de la femme de Gandhi? Gandhi avait dit que il ne supportait pas de regarder sa femme. Il disait qu'il ne supportait pas de regarder son visage, le visage de sa femme. D'ailleurs, Gandhi est connu pour avoir refusé de donner des médicaments à sa femme, des médicaments qui auraient pu sauver la vie de sa femme quand elle était malade. C'est connu. Les hommes qui aiment niaiser les enfants, ils utilisent leur femme seulement à côté juste pour comme un rideau, comme un paravent social pour afficher, comme quelque chose à afficher en public lors des sorties. Ah non, c'est pas les hommes, c'est lui. Parce qu'en réalité, sur le plan du Moguli, elle ne lui inspirait plus grand chose, puisque lui c'était les jeunettes. Il a strictement refusé de donner des médicaments. Il pouvait lui donner des médicaments pour lui sauver la vie, mais Gandhi a laissé sa femme mourir parce qu'il disait: je n'aime plus voir son visage. Elle était trop vieille pour lui. Il préférait ses propres nièces. Un jour, Gandhi a répondu à deux femmes qui étaient attaquées par des hommes. Deux femmes étaient attaquées sexuellement par des hommes. C'était dans la rue. Elles les ont attrapées. Elles ont été niaises par des hommes. Et elles sont parties dire à Gandhi, deux femmes sont parties la voir, Gandhi, voici ce que des hommes nous ont fait, ils nous ont agressés bangalatiquement. Gandhi leur a dit: mesdames, vous devriez vous raser les cheveux afin de ne plus être attirante pour les hommes. C'est votre attraction pour les hommes qui justifie ces actes. Coupez-vous les cheveux. Vous ressemblerez ainsi à des hommes. Ainsi, vous n'attirerez plus les hommes si vous ressemblez à eux. Nous, les hommes, les autres hommes ne nous attirent pas. Donc, ouais, ressemblez à nous. Vous allez voir, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. C'est ce que Gandhi leur a répondu. Et Gandhi a donc imputé la responsabilité du miel à des femmes qui attirent les hommes. C'est elles qui sont responsables quand on les niaise sans le consentement, d'après Gandhi. Gandhi est allé jusqu'à dire
que le cycle menstruel était en fait une manifestation de la distorsion de l'âme d'une femme par sa sexualité. Et c'est parce que les âmes des femmes sont distordues que elles ont des règles. Si elles n'avaient pas des âmes aussi tordues, elles n'auraient pas des règles. Ça, c'est ce que Gandhi, vous connaissez Gandhi, le Mahatma. Alors, est-ce que vous pensez que ce type-là est toujours celui que vous avez adulé depuis si longtemps? Voilà votre Gandhi, qui était en réalité un personnage raciste qui faisait partie du groupe des Aryens, l'arianisme, qui prônait la supériorité du blanc sur le noir, aussi bien en Inde, même dans son propre pays, l'Inde. Gandhi a beaucoup contribué à préserver le système des castes, étant donné qu'il faisait partie lui-même d'une famille qui se réclamait de la caste supérieure. Gandhi a beaucoup contribué aussi au fondamentalisme hindou, à la dégradation, à la misogynie et la dégradation de la posture de la femme, à la préférence pour les petites filles, à la légitimation de la culture du viol. Gandhi était pro-Adolphe, lui écrivant des lettres, le considérant comme un ami et lui disant qu'il comprenait qu'il n'était pas le monstre que le monde entier disait de lui. Vous devez comprendre que mon filet de sujet de ce bac était sur Gandhi. Ah bon? Tu vois ça? Et donc, comment un personnage de cet acabit a-t-il pu? Mais c'est parce que le gouvernement indien est dominé par des Aryens, des populations indo-européennes, donc aryennes, qui ont occupé le nord de l'Inde et qui aujourd'hui font subir l'un des racismes les plus violents à la population autochtone de l'Inde, jusqu'à nier l'antériorité des civilisations noires en Inde. De la même manière que dans tous les pays où les Aryens sont arrivés, ils sont des menteurs invétérés. En Iran, ils nient l'antériorité des civilisations noires. En Arabie, ils nient l'antériorité des civilisations noires. Même ceux qui sont au nord de l'Afrique nient l'antériorité des peuples noirs au nord du continent africain. De la même manière que les Italiens nient l'antériorité des populations noires étrusques en Italie, c'est à peu près la même chose partout. Que les Chinois, que les Aryens chinois nient l'antériorité des peuples Aïnous qui ont été les premiers civilisateurs de la Chine et du Japon. Un peu comme quand on vous dit que Yasuke serait un esclave envoyé au Japon. Il n'y avait pas d'esclave envoyé au Japon. Aucun Japonais n'avait la force de venir attraper un esclave en Afrique. Yasuke était un samouraï autochtone issu d'une longue lignée de samouraïs noirs qui ont fondé le Japon. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Nous avons fait un live ici où nous avons démontré cela, même sur le plan génétique. Nous avons sorti des études génétiques qui ont démontré de manière implacable le caractère noir des premiers civilisateurs. Yasuke était l'un des derniers samouraïs autochtones noirs. Mais on dit de lui qu'il était... Et c'est la même chose.
Aujourd'hui, même des Indiens osent dire que les Noirs de l'Inde sont arrivés en Inde, que les Noirs de l'Inde sont arrivés en Inde par la colonisation et par l'esclavage, ce qui est l'une des choses les plus fausses jamais entendues. Votre Mahatma Gandhi n'était pas le personnage pacifique qu'on a toujours décrit. Non, non, il n'était pas un esclave importé au Japon. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Dans la plupart des pays où on vous dit que ces Noirs-là sont arrivés là-bas par l'esclavage, les pays d'Asie, en général, ils y sont depuis longtemps, depuis toujours. Et le métissage entre les Noirs et d'autres peuples, souvent, n'est pas à l'avantage des Noirs. Voilà pourquoi beaucoup de Noirs disent souvent de faire attention avec le métissage. Ce n'est pas par haine ou par quoi que ce soit. C'est parce que l'expérience montre que nous perdons au métissage. Et que à chaque fois, le métissage est utilisé comme une arme pour blanchir une population. Quand un homme noir et une femme blanche, ou un homme blanc et une femme noire mettent au monde un enfant, la couleur de qui est la plus dominante? Posez-vous la question. Donc il est préférable, quand vous le pouvez, de s'en prémunir. Si je mets au monde des enfants métis et que ces enfants métis vivent en Europe, il y a beaucoup de chances qu'ils niassent avec les blancs ou les blanches. Et s'ils font des enfants avec des blancs ou des blanches, c'est fini pour toi. Les enfants seront blancs et c'est parti. Le métissage a souvent été utilisé comme une arme. En Australie, le métissage a été utilisé comme une arme pour métisser massivement les populations locales. La France, en Nouvelle-Calédonie, et Pierre Mesmer l'écrivait à l'époque, a avoué qu'il voulait. Nias veut dire Mougou. Le métissage a souvent été utilisé. En Nouvelle-Calédonie, il a été utilisé. Au Maghreb, le métissage a beaucoup été utilisé. Avant qu'aujourd'hui, ces personnes-là prétendent être contre le métissage, sachez que le métissage a beaucoup été utilisé. Regardez les enfants qui naissent des relations entre des femmes maghrébines et des hommes noirs. Ou l'inverse d'ailleurs. Ou des hommes maghrébins et des femmes noires. Ces enfants-là ont quelle couleur de peau? Et comme chez nous, les autres, quand ils niassent avec les gens de chez nous, ils font tout pour transmettre leur culture. Regardez les petits enfants qui naissent des relations entre des maghrébines et des noirs. Ces hommes noirs-là, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le pantalon. Ces enfants, leurs enfants parlent arabe, ils parlent le darija. Les enfants vont tout le temps au Maghreb. C'est à peine si ces enfants-là partent dans les pays des originaires de leur papa, d'origine de leur papa. Les enfants-là ne parlent ni Lingala, ni Bambara, ni Wolof, ni Yoruba, rien du tout. Ils parlent aucune langue africaine. Ils parlent le français, le wesh-wesh et le maghrébin, le darija du Maghreb, et l'arabe. Ils sont tous noirs, musulmans, et ils ont la culture du nord de l'Afrique. Quand les Noirs vont faire des enfants avec des Turcs, les enfants parlent turc, ils ont la culture turque. Mais vous les Noirs, là, je ne comprends pas. C'est parce que nous avons des populations qui elles-mêmes ne sont pas fières de leur identité culturelle, si bien qu'ils ne la transmettent plus. Ils ne la transmettent plus, cette culture. Donc les autres gagnent sur le plan biologique, ils gagnent sur le plan culturel également. D'où l'importance d'avoir des personnes l'importance de revenir à la source. Voilà, ils ont la haine de soi. Et ça, c'est extrêmement dangereux.